Merci. Alors, je voulais déjà féliciter Ingrid. Je pense qu'on peut tous l'applaudir parce que chaque année, elle arrive à faire en sorte d'innover dans ce salon, de le faire grossir. Et je pense que voilà, c'est vraiment un salon qui est central sur le marché. Et vraiment, félicitations Ingrid. Et je pense qu'on peut vous applaudir, vous tous, parce qu'après 3 jours hyper chargés, des grèves d'avion et la soirée d'hier, on a bu 3000 bouteilles de champagne. Donc, on est là, donc bravo à vous. Alors, je tiens juste à préciser, c'est Ingrid et toute l'équipe. Ils sont formidables et je les remercie encore. Alors bonjour, je suis Brice, je suis responsable marketing de Facebook et Instagram en France. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la vidéo, qui est essentiel aujourd'hui pour les marques, pour les agences et pour les gens en général. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous vécu une transformation dans la façon dont vous consommez la vidéo, que ce soit à la télé, sur votre mobile, sous toutes ses formes. Et on va essayer d'analyser, de comprendre un petit peu en France, spécifiquement, comment évoluer notre consommation média et quel est l'impact pour les marques. Et si je regarde aujourd'hui, si je prends à peu près les 2 premières heures de ma journée après m'être réveillé, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors je suis allé dans la salle de bain me brosser les dents, j'ai allumé l'application France Info, et j'ai vu la vidéo du JT du matin. Après, je suis parti vers l'ascenseur pour rejoindre mes collègues au petit déjeuner. J'ai regardé sur le parcours, qui doit durer quand même 2 bonnes minutes, les stories de mes camarades sur Instagram. Après, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo sur YouTube. Donc j'ai ouvert YouTube, j'ai regardé ma vidéo d'une minute à peu près. Ensuite, j'ai ma belle famille du Liban qui m'a appelé via Messenger et qui m'a demandé des conseils sur le choix du cadeau pour la petite nièce. Donc voilà, en quelques minutes, on voit un petit peu l'étendue aujourd'hui de tous ces nouveaux formats qui font qu'on consomme la vidéo de manière très différente et avec un volume qui est plus important. Alors on va tout d'abord s'intéresser aux habitudes de consommation vidéo qui ont changé en France, avec quelques chiffres pour commencer. Cette année, 73% de tout le trafic de données sur mobile concerne la vidéo. Aujourd'hui, c'est un usage qui est très massif sur le mobile, et le mobile, c'est vraiment aujourd'hui le principal canal par lequel on consomme la vidéo. La même étude de Cisco nous montre qu'entre 2016 et 2021, la croissance de la vidéo sur mobile va être multipliée par 9, ce qui montre que, bien que l'adoption des smartphones commence à arriver à maturité dans le marché, la vidéo augmente très rapidement. Et on constate aussi sur nos plateformes, sur Facebook et Instagram. Cette année, on a créé et partagé 3 fois plus de vidéos sur Facebook et 4 fois plus de vidéos sur Instagram que l'année dernière. Donc on voit que c'est vraiment aujourd'hui que le moteur de la croissance se met en marche. Alors, évidemment, il faut avoir une vue un petit peu globale de la consommation média pour bien comprendre ces évolutions de la vidéo. Et on a trouvé cette étude intéressante de d'eMarketer 2017 qui nous montre l'évolution du temps passé entre 2014 et 2017. Alors, si on regarde, il y a quand même un média qui est essentiel sur la vidéo, c'est la télé. Et ce qu'on constate, c'est intéressant, c'est que en fait, la télé ne décroît pas. La télé reste un média crucial pour la vidéo aujourd'hui. On voit qu'on perd 1 minute entre 2014 et 2017, c'est relativement stable. Donc la télé reste vraiment assez centrale dans notre consommation vidéo aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe du côté du digital, on observe qu'aujourd'hui, en 2017, pour la première fois, pour la première année, on consomme on passe plus de temps sur les médias digitaux que sur la télé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et quand on regarde avec une granularité plus précise ce qui se passe dans le digital, on voit que très clairement, c'est le mobile qui nourrit ce temps passé sur les médias, et les médias digitaux. Et on observe même une certaine décroissance, à relativiser quand même, puisqu'on passe d'1h47 à 1h42, du laptop, de l'ordinateur. Donc le mobile, aujourd'hui, c'est central et de plus en plus dans notre consommation vidéo. On évoquait le cas de la télé, un média encore qui est toujours très important, et il y a énormément de transformations qui sont passées depuis les premières émissions télé dans les années 60. On a commencé par l'ère du broadcast, où un faible nombre de chaînes diffusaient des programmes avec des grands rendez-vous clés pour les audiences. Puis sont arrivés le câble, puis la TNT, la télévision par ADSL. Et tout ça a poursuivi une sorte de fragmentation avec un nombre de chaînes qui a augmenté, qui se sont spécialisées sur certaines thématiques. Et puis aujourd'hui, on est dans l'ère digitale, de la personnalisation. On regarde des vidéos qu'on choisit de regarder, on va sur Netflix, on choisit nos programmes. Et bien sûr, ça, c'est nourri par le mobile.
Ce qui est intéressant quand on parle de vidéo et de personnalisation, c'est qu'en fait, c'est une des raisons pour laquelle les gens vont regarder plus de vidéos dans le futur. On a fait ici une étude dans 10 marchés dans la France avec Facebook IQ, et on voit que parmi les gens qui affirment vouloir regarder plus de vidéos l'année prochaine, 41% d'entre eux disent qu'une des premières motivations, c'est que les vidéos sur mobile sont souvent plus personnelles, parce qu'on utilise des applications comme Netflix, où la consommation est de fait personnelle, ou parce qu'on reçoit des vidéos qui sont pertinentes pour nous sur les médias sociaux, par exemple. Alors, on parle beaucoup de délinéarisation de la télévision. Aujourd'hui, très clairement, la consommation non linéaire de la télé, puisque la télé évolue, c'est une réalité en France. Ce n'est pas une réalité à Paris, ce n'est pas une réalité dans les zones urbaines, chez les CSP+, ou que sais-je, c'est une réalité pour tous les Français. Quand on regarde cette étude de Global Web Index 2017, on voit qu'aujourd'hui, plus de la moitié des internautes français sont abonnés à un service de vidéo à la demande, que ce soit Canal Play, Netflix, etc. Et quand on regarde la catch-up télé, la télé de rattrapage, les MyTF1, M6 Replay, etc., aujourd'hui, il y a 72%, donc presque 3/4 des Français, qui utilisent ces services-là. Donc, la consommation délinéarisée de la télé, c'est une réalité en France aujourd'hui. Je passe très rapidement sur ce slide, mais vous connaissez très bien Netflix, vous connaissez l'ampleur que cette nouvelle application a prise dans notre consommation vidéo. Aujourd'hui, en termes de, par exemple, de minutes mensuelles délivrées, elles sont en compétition avec les grandes chaînes principales aux États-Unis, par exemple. Un autre chiffre intéressant qui concerne encore une fois les États-Unis, on n'a pas cette étude encore en France. C'est une étude Mediaref et Nielsen qui étudie l'évolution du nombre d'heures passées à regarder la télévision par mois. Qu'est-ce qu'on observe? Globalement, sur toute la population américaine, on observe qu'on perd 21 heures par mois de consommation télé. Après, c'est intéressant de regarder le split par tranche d'âge. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la seule tranche d'âge qui consomme davantage la télé, c'est les plus de 65 ans, avec 12 heures supplémentaires par mois à regarder la télévision. Et toutes les autres tranches d'âge, on voit que le volume de minutes passées devant la télévision décline, notamment chez les 18-24 ans ou chez les 12-17. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. La consommation vidéo a changé, c'est un vrai challenge pour la télé. Et cette évolution générationnelle, elle se constate aussi en France. Si on regarde les audiences télé quotidiennes rapportées au mois, que disent ce graphique? Entre 2015 et 2017, donc en 2 ans, chez les 15-34 ans, pardon, on perd 10 minutes de télé par jour. Donc on voit que c'est une réalité aujourd'hui globale et c'est une réalité en France et à intégrer quand on pense à nos stratégies vidéo. Un autre point intéressant, on a mis en place une étude avec un partenaire et Facebook IQ pour essayer de comprendre avec une méthode qui s'appelle l'eye tracking. Donc l'eye tracking, c'est une méthode qui vous permet d'envoyer un laser, alors c'est pas de problème pour la santé, je vous rassure, qui envoie un laser et qui est capable de voir exactement où regardent vos yeux pendant la consultation d'un programme télé. Et ce qu'on constate, c'est que presque la moitié du temps, en fait, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas le poste. Et ça, notamment, qu'est-ce qu'on fait? On fait du multitasking. On est sur son mobile, on est sur sa tablette, et c'est vraiment une réalité également en France. Vous le voyez ici avec 2 chiffres intéressants. 70% des internautes français utilisent un appareil connecté à Internet, la plupart du temps un mobile, pendant qu'ils regardent un programme télévisuel. Et 32% d'entre eux sont sur les réseaux sociaux, pendant qu'ils regardent la télé. Donc aujourd'hui, le multitasking est une réalité en France. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez cette scène. Non? C'est quoi? Walking Dead, saison 6, épisode 1. Si vous aimez comme moi les zombies et les motos, vous serez ravis par cet épisode. Pourquoi je vous montre ça? C'est un grand rendez-vous télé aux États-Unis, c'est un des grands moments sur AMC. Et on a analysé ce qui se passait sur Facebook pendant ce grand moment où des millions de téléspectateurs sont connectés, sont face à leur télé et regardent ce programme-là. Ce que vous voyez en bleu clair, c'est pendant le show, pendant la diffusion de la série. Et ce que vous voyez en vert un peu plus foncé, en bleu un peu plus foncé, pardon, c'est les coupures publicitaires. Alors il y a beaucoup de coupures publicitaires aux États-Unis à la télé. Et clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pics d'activité sur Facebook pendant les coupures publicitaires télé, sur des grands rendez-vous comme ça. On fait la même étude en ce moment en France sur The Voice, qui est aussi un gros moment télévision en France, et on constate la même tendance. On va la sortir dans quelques jours. Donc voilà, le paysage a évolué, le mobile a pris de plus en plus d'importance, et notre rapport à la télé évolue, il y a une question générationnelle également. Donc il y a aussi beaucoup de formats qui sont apparus sur mobile, avec des lives,
des vidéos éphémères, des vidéos au format horizontal, des vidéos au format vertical. Donc, on est sur une richesse de formats qui est augmentée. Et forcément, ça a un impact sur la façon dont les marques communiquent via ce média essentiel qu'est la vidéo. On en arrive justement à cette réflexion. Qu'est-ce que doivent faire les marques pour construire leur stratégie vidéo sur ces nouveaux usages? Comment comprendre ce que font les gens pour bâtir des stratégies pertinentes qui leur permettent de répondre et d'être pertinents pour les gens? Alors, on a vu 4 axes qui nous semblent importants. Investir dans le mobile, penser pour le mobile, parce qu'on consomme le mobile dans des contextes très différents, donc il va falloir réfléchir à ça dans sa stratégie vidéo. Créer pour le mobile, créer pour un écran qu'on tient souvent à la verticale, avec le son pas toujours allumé. Évidemment, il va falloir adapter la création publicitaire, c'est essentiel. Et enfin, mesurer ce qui compte vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai une très belle création et que j'utilise les bons canaux, mais que je mesure mal, je ne vais pas pouvoir bâtir une stratégie efficace. Il y a 2 éléments essentiels, c'est bien créer pour que ce soit efficace, et il y a bien mesurer pour comprendre d'où vient l'efficacité. Donc on va revenir sur ces points. Premier point, investir le mobile. J'ai un seul slide à vous montrer, mais qui parle de lui-même. Vous avez ici la part du temps passé sur mobile, qui représente à peu près 24% du temps passé sur les médias, qui ne tient pas compte en plus du multitasking. Et vous avez la part des dépenses publicitaires. On voit qu'aujourd'hui, très clairement, on continue à sous-investir le mobile. Si notre rôle, c'est de toucher les gens là où ils sont, on doit investir davantage sur le mobile, parce que c'est là que les gens regardent les vidéos. Alors là, j'ai un peu plus de slides. Penser pour le mobile, c'est-à-dire qu'il va falloir contextualiser les vidéos par rapport au moment de consommation du mobile. Et cette vidéo le montre très bien, et c'est un peu ce que j'évoquais en introduction. Aujourd'hui, on consomme la vidéo différemment, selon qu'on soit dans le métro entre 2 stations, selon quand on est dans son canapé bien confortablement assis et qu'on a son attention focalisée sur une vidéo, sur un programme, quand on est seul, quand on est avec des amis, quand on est dans un contexte professionnel, quand on est en vacances. Autant de situations qui nous font consommer la vidéo différemment. Alors que font les gens? Grosso modo, pour simplifier, on a décrit un peu 3 états d'attention par rapport à la vidéo, avec 2 bornes, vraiment des fragments d'attention, où l'attention va être un peu plus faible, jusqu'à une attention élevée, où les personnes vont être dédiées à l'usage de la vidéo et avec une attention focalisée. Désolé pour les anglicismes. Première situation, on the go, c'est-à-dire quand je n'ai pas forcément mon attention qui est concentrée sur une vidéo, et très clairement, je ne vais pas regarder une vidéo plus de quelques secondes. Et donc là, ce que vont rechercher les gens, c'est de la découverte immédiate de contenu, et ils vont plutôt avoir une attitude où ils vont défiler rapidement sur leur fil d'actualité pour voir leur vidéo. Deuxième situation, lean forward. Donc je vais commencer à me pencher un petit peu plus sur ma vidéo. Là, c'est des situations un petit peu intermédiaires. Je suis par exemple dans la file d'attente chez le médecin. Je suis quand même, j'ai un peu de temps à tuer, mais d'un côté, le médecin peut arriver d'un moment à l'autre et va m'appeler, donc je dois être prêt. Et là, on va être dans une situation différente où on va vouloir avoir peut-être une expérience plus interactive avec les contenus, et on va faire plus d'actions, on va sweeper, cliquer sur les contenus, etc. Et on a une troisième situation, lean back, où là, je vais pour le coup être confortablement assis dans mon canapé. Et là, pour le coup, je vais vraiment avoir une consommation dédiée à l'instant à cette vidéo, et je vais être plus enclin à la regarder plus longtemps, je vais avoir une attention qui est vraiment dédiée, je vais rechercher pour le coup un contenu vraiment immersif. Donc voilà les 3 façons pour résumer et simplifier, mais c'est intéressant pour nous en tant que marketeurs pour ensuite construire des stratégies. Voilà les 3 grands moments d'attention par rapport à la vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? Comment on intègre ça chez Instagram et Facebook, puisque vraiment on construit toutes nos stratégies en s'intéressant à ce que font les gens, puisqu'on construit des produits et des services pour eux. C'est simple, pour les situations on the go, on va privilégier par exemple des vidéos courtes qui vont rapidement capturer l'attention et qui incluent par exemple des gifs, des cinémagraphes, donc c'est des images fixes mais avec un élément dans la vidéo qui bouge. Il va falloir trouver des façons de capter ces moments-là où c'est quand même une consommation qui est intéressante. C'est pas parce que l'intention ne va pas durer plus que quelques secondes que ces formats vidéo ne sont pas intéressants, mais il va falloir réfléchir à comment les capter. La deuxième situation, lean forward, là on va avoir par exemple sur Facebook, et vous avez peut-être vu le lancement de shopping sur Instagram à e-commerce one-to-one avant-hier. On a lancé cette fonctionnalité qui permet sur Instagram d'ajouter, de taguer des produits à des posts pour pouvoir les acheter plus facilement. On va être plus enclin à montrer les produits, à avoir une expérience un peu plus interactive, immersive, et à générer de l'action
derrière la vidéo. Et enfin, lean back. On va être dans une consommation où on a plus de temps. Alors nous, on recommande de faire des vidéos quand même entre 5 et 15 secondes. Aujourd'hui, 15 secondes, sur le mobile, c'est long. C'est une vidéo longue. Et en tout cas, dans un contexte où les gens sont vraiment... leur intention est portée sur la vidéo. Donc, par exemple, sur Facebook, vous avez le format in-stream video ad qui permet d'insérer dans des vidéos longues ou dans des lives des publicités vidéo entre 5 et 15 secondes. Donc, penser pour le mobile, c'est essentiel. Aujourd'hui, il va falloir s'appuyer sur ces différents contextes-là et bâtir des stratégies en fonction. Et il y a, au-delà de penser la vidéo d'un point de vue usage, il va falloir créer pour le mobile. Aujourd'hui, prendre un spot télé et le plaquer sur une stories d'Instagram au format vertical, ça fonctionne évidemment pas forcément. Et aujourd'hui, avec le smartphone, on a totalement changé notre rapport à la création publicitaire. Et je vous laisse un film qui va montrer ça très bien. C'est un film de Samsung qui a fait un super boulot avant le Festival de Cannes. Je vous le présente tout de suite. Allow me to introduce the rest of us. We're the makers, the directors, and the creators of this generation. We don't have big award shows or huge budgets or fancy cameras, but what we do have are our phones and duct tape and parking lots and guts. And we have ideas we need to share. We know it's not the size of the production that matters, it's what you make. We don't create because we have to, we create because we love to. And we've captured billions of moments from different angles, for different reasons, for millions of viewers, but with one thing in common. When we're told that we can't, we all have the same answer. Watch me. Thank you. En fait, cette vidéo, elle illustre très bien ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec un téléphone, ils sont tellement puissants, et il y a tellement des caméras optimisées pour la prise de vidéo quasi professionnelle, qu'on voit même des marques aujourd'hui, par exemple sur Instagram, qui utilisent comme processus de production un smartphone pour faire des shootings. Et d'ailleurs, sur Instagram, on voit énormément d'exemples. Je vous invite à voir Elsa Muse, notamment, qui est une influenceure sur Instagram, qui crée énormément de contenu avec un smartphone, et vous verrez, la qualité de production est vraiment géniale. Donc aujourd'hui, on peut faire tellement de choses d'un point de vue créatif avec un smartphone que ça change totalement la donne en termes de création. Alors, j'aime bien utiliser cet exemple d'un des patrons de PepsiCo aux États-Unis, qui dit qu'auparavant, c'était simple, entre guillemets, on avait les budgets de plusieurs millions, on shootait un film entre 6 et 8 mois, et puis on balançait ça pendant un an, et ça fonctionnait, au temps où on regardait principalement la télé. Alors, il exagère peut-être un petit peu entre nous. Il dit, aujourd'hui, ces 4 contenus se sont transformés en 4000 contenus, et c'est 8 mois en 8 jours et 8 heures. Et les budgets n'ont pas augmenté. Alors, il n'a peut-être pas tort sur ce sujet-là, les budgets n'ont pas beaucoup augmenté, et il faut faire plus de choses. Alors, peut-être pas 4000 contenus, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des productions qui durent entre 6 et 8 mois avec 4 contenus. Aujourd'hui, on a besoin de plus de personnalisation et d'adapter les contenus au mobile, et forcément, ça complexifie le travail créatif. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup ? Je vous ai préparé quelques exemples en fonction des 3 états qu'on a vus. Ça permet très concrètement de voir ce qui fonctionne sur les plateformes mobiles. Prenons le cas des vidéos on the go. Quand j'ai une attention qui est assez fragmentée, elle est là quand même, mais il va falloir capter très rapidement l'attention. Donc évidemment, créer des vidéos courtes, entre 3 et 10 secondes, c'est notre recommandation. Et c'est ce qu'on constate sur nos plateformes, c'est ce qui fonctionne. Intégrer rapidement l'identité de marque, parce que forcément, si on fait une vidéo plus courte, il va quand même falloir que le souvenir publicitaire soit au rendez-vous et qu'on se rappelle de votre marque. Sinon, c'est dommage de faire un beau film et qu'on ne l'associe pas à votre marque. Donc très rapidement intégrer l'identité de marque, que ce soit un logo, une identité reconnaissable, etc. Construire pour une lecture sans le son, la réalité aujourd'hui, c'est que les gens, principalement, consultent leur fil d'actualité sans le son. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de son, parce qu'il y en a quand même qui ouvrent le son. Donc il va falloir penser comment le visionnage sans le son va être intéressant et compréhensible, par exemple en ajoutant des sous-titres ou des typographies. Il va falloir quand même amuser avec le son quand les gens vont activer le son. Et il va falloir, de plus en plus, c'est notre convention, on va y revenir tout à l'heure, raconter les histoires à la verticale. Dans 98% des cas, les gens consultent leur smartphone à la verticale. Forcément, plus vous êtes à la verticale, plus vous occupez l'écran et plus l'attention est concentrée sur vos contenus. Dans la deuxième situation, créer de l'attention avec du contenu interactif et engageant. On va être plus enclin à interagir, à être attentif.
Alors là encore, valoriser la marque dès les 3 premières secondes, évidemment, c'est essentiel. Mettre en valeur peut-être plus les produits et les services, parce qu'on va être plus enclin à cliquer, à découvrir des produits, etc. On peut même les connecter à des produits dans la vidéo. C'est le cas ici avec ces formats publicitaires qui sont collections et Canvas, qui sont disponibles sur Facebook. Et c'est le cas avec Shopping sur Instagram, qui a été lancé il y a 2 jours. Vous avez la possibilité de faire des vidéos avec un vrai storytelling et d'y associer les produits et de donner aux consommateurs le pouvoir de passer à l'action rapidement. Et puis, vous avez, c'est typiquement le cas pour les vidéos in-stream, donc les vidéos publicitaires qui se jouent dans des formats longs, sur les vidéos longues sur Facebook. Alors là, ça va être un peu différent. Alors, on vous recommande quand même de rester entre 5 et 15 secondes. De toute façon, si vous voulez adopter ce format-là, vous êtes obligé. Il faut construire avec le son, parce que cette fois, quand on regarde les vidéos pendant longtemps, on active le son, à moins que ce soit vraiment très sous-titré. Mais en général, l'usage se lie avec le son. Et créer à l'horizontale, parce que nos études montrent que quand les personnes regardent des vidéos longtemps, quand même, elles prennent l'effort de tourner leur écran pour consulter le contenu. Alors, je parlais de la vidéo verticale. Pourquoi c'est intéressant de faire de la vidéo verticale? Vous avez ici le même spot télé en format horizontal, en format carré, en format 9/16e vertical. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une petite différence en termes de façon de faire son storytelling. On a une expérience qui est quand même beaucoup plus immersive. Et on a mené des études sur un grand ensemble de vidéos verticales. Ce qu'on constate, c'est qu'on a jusqu'à 9 points supplémentaires sur l'impact sur le souvenir publicitaire, sur l'ad recall. Donc aujourd'hui, c'est un bon moyen d'attirer l'attention, d'occuper tout l'espace sur le smartphone et de créer des contenus engageants. Alors, c'est pas toujours facile de faire des vidéos verticales parce que parfois souvent on hérite de productions pour la télé qui sont shootées au format paysage. Alors, il y a quand même des solutions. Alors, dans l'idéal, évidemment, plus on va pouvoir faire un procédé de production qui intègre la vidéo verticale, plus ça sera facile et immersif. Mais il y a des moyens de passer à côté de ça et d'utiliser le spot télé, de l'augmenter pour faire de la vidéo verticale. Vous avez un très bon exemple de Bose ici, très bon casque qui annule le son autour de vous et qui vous permet d'avoir une très bonne écoute. Vous avez le spot télé à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir sur mobile, c'est pas super évident parce qu'en plus le storytelling de ce spot télé est très ancré sur des visuels lifestyle. On voit pas beaucoup le produit. C'est assez dur de comprendre en plus sans le son qu'il s'agit d'une publicité pour un casque. Qu'a fait Bose? Ils ont optimisé la création en reprenant le film publicitaire, en le recadrant en format carré en haut et en faisant basculer le produit à différents endroits pour rapidement montrer de quoi il s'agit. C'est un super exemple et il y a énormément de marques qui font ça. Pour simplement recouper le spot télé et adapter la créa verticale, c'est assez facile à faire. En général, on a tout le temps des visuels produits en 3D. Donc, c'est vraiment un très bon exemple pour les productions qui n'ont pas intégré dès le début la vidéo verticale. Sur cette campagne-là, exemple, on constate 20% d'augmentation du nombre de personnes qui ont regardé la vidéo optimisée jusqu'à la fin par rapport à la vidéo à gauche. Donc 20%, c'est quand même pas négligeable. Et on a jusqu'à 10 points d'augmentation du souvenir publicitaire. Donc vraiment, on voit aujourd'hui que ça a un vrai impact d'optimiser pour le mobile. Alors, je ne peux pas parler de la vidéo verticale sans parler de stories. Vous découvrez ici des stories très créatives comme notre communauté est capable d'en créer sur Instagram. C'est vraiment un format donc, vertical, éphémère, qui s'efface au bout de 24 heures et qui permet par exemple aux gens de communiquer de manière peut-être un peu moins formelle par rapport à leur fil Instagram qui est pour le coup peut-être un petit peu plus construit, réfléchi. Ça permet de partager sur le moment et ça permet aussi aux marques de communiquer de manière un peu plus spontanée, de communiquer sur des behind the scenes, sur des tournages. Il y a Volkswagen qui fait des super films sur Stories en montrant un petit peu l'arrière-boutique et l'arrière-scène sur les tournages. Et c'est une adoption très rapide des Stories. C'est une des plateformes qui a grossi le plus rapidement dans la famille d'applications et de services de Facebook. Aujourd'hui, c'est 300 millions de personnes qui utilisent les Stories tous les jours. Et comme vous pouvez le voir, c'est une croissance qui a été très rapide. Aujourd'hui, c'est un format qui est devenu essentiel dans la communication des marques. C'est un format aussi qui fonctionne parce qu'en permanence, Instagram ajoute des fonctionnalités natives qui permettent d'enrichir nos communications, de les rendre un peu plus ludiques. Vous avez ici par exemple des stickers que vous pouvez ajouter. Alors, on a plein d'experts chez Instagram qui font les super stories. Si vous voulez être inspiré, je pourrais vous donner les comptes à la fin de la conf. Des filtres, des mentions pour mentionner vos amis, des sondages depuis récemment pour poser des questions à vos amis et avoir leur avis. Vous avez aussi par exemple Boomerang qui permet un effet visuel en faisant rebondir l'image comme un boomerang. Vous avez Rewind
où on part de la fin de la vidéo pour revenir vers le début. Vous avez depuis quelques semaines les GIFs sur Instagram, qui est vraiment révolutionnaire pour moi parce que j'adore les GIFs. Et vous avez des effets comme le super zoom. Ici, vous avez un effet dramatique avec du son qui vous permet automatiquement, sans sortir de l'application, d'éditer du contenu très facilement et de démocratiser l'accès à des services de personnalisation de la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, la communauté sur Instagram utilise ces outils-là, mais les marques aussi. Si vous regardez les dernières campagnes de Renault, ils font très bien, justement, ils adoptent très bien les codes culturels, les codes un petit peu de la culture populaire dans leur publicité. Pareil pour Bouygues Télécom, qui a fait toute une série de stories cet été. Donc on constate aussi que de plus en plus, les marques communiquent comme les gens et interagissent avec la communauté de cette façon sur la plateforme. Alors tout à l'heure, on parlait de production publicitaire. Évidemment, on n'a pas tout le temps la possibilité d'intégrer Stories dans son plan média, dans la construction de sa création publicitaire, mais il y a énormément de moyens qui permettent d'intégrer la création publicitaire dans Stories. Vous avez 2 bornes ici, vraiment je réutilise mon spot existant et je le recoupe un petit peu et je l'adapte au format Stories, jusqu'à vraiment des créations dédiées pour Stories qui s'appuient sur les fonctions natives de la plateforme. Alors un exemple ici, c'est Adidas qui fait souvent ça. Adapter des spots télé en le recadrant, en coupant des images, refaisant le montage, etc. Vous pouvez ajouter des typographies et reprendre exactement vos films publicitaires en l'adaptant au format vertical. Vous avez un très bon exemple qui est l'équivalent un peu du Leroy Merlin aux États-Unis, Lois, qui ici vous montre dans la vidéo verticale, qui vraiment s'appuie sur le format pour vous montrer comment aménager un petit espace. Donc là, c'est des formats très efficaces. Et on va jusqu'à vraiment des marques qui intègrent les fonctions natives, les stickers, les filtres, etc. dans la création même. Donc vraiment, tout est possible. On a tout le temps une solution pour adapter son spot télé à la vidéo verticale et à Stories. Donc la création a changé. La création, c'est essentiel parce que si la création est mauvaise, la publicité ne marchera pas et votre vidéo n'arrivera pas à se connecter aux bonnes personnes de la bonne façon. Il y a une autre étape qui est très importante. Une fois qu'on a bien fait ce travail de création, c'est la mesure. C'est mesurer ce qui compte vraiment. Alors ici, vous voyez, pour ceux qui ont étudié le marketing, c'est ce que vous avez dû voir dans vos cahiers scolaires. On a tout le temps dit, le funnel marketing, c'est il faut construire sa marque, développer la notoriété de son produit, il faut générer de l'intention d'achat, il faut générer de l'intérêt et faire en sorte que les gens aient l'intention d'acheter votre produit ou votre service. Il faut générer des leads, par exemple des formulaires dans l'assurance ou des test drive dans l'automobile. Et à la fin, il y a la vente. Donc ça, c'est le funnel classique. Et le digital a changé beaucoup de choses, mais ça, c'est le funnel marketing maintenant. C'est exactement pareil, en fait. Aujourd'hui, il faut construire des marques, il faut construire la notoriété des produits, il faut créer de l'intention d'achat, il faut générer des leads et il faut générer des ventes, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donc ça, le funnel marketing n'a pas changé aujourd'hui. C'est exactement, vous en tant que marketeur, c'est exactement ce dont c'est vos objectifs, ce dont vous avez besoin de faire pour votre business. Alors ça, c'est important, parce que quand on réfléchit à la façon de mesurer l'efficacité de la vidéo, ce qu'on entend beaucoup, on est très focalisé sur certaines métriques qui ont sans doute un intérêt, mais qui peuvent mal nous indiquer la valeur qu'on crée sur la vidéo. Je vous donne un exemple très simple. On a l'attention qui est très focalisée, notamment sur le temps passé sur la vidéo. On se dit, voilà, une vidéo, j'ai des mauvais résultats parce que ma vidéo est vue en moyenne 4 secondes. C'est horrible, j'ai fait un film publicitaire hyper beau de 15 secondes et du coup, je n'ai pas construit de valeur. Ça peut mener à des erreurs de jugement. Et notamment sur la durée de l'exposition publicitaire, ce qu'on constate, c'est que les 2 premières secondes, en fait, elles sont essentielles. Et on l'a vu dans plein de situations, on consulte des vidéos rapidement. C'est une étude ici qu'on a fait avec Nielsen, à travers 173 études brand effects entre 2014 et 2016 sur seulement les 2 premières secondes de la vidéo. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'environ 38% en moyenne de l'impact sur la mémorisation publicitaire se construit durant ces 2 premières secondes. 23% de l'impact sur la connaissance de la marque pendant ces 2 premières secondes et 35% de l'impact sur l'intention d'achat, donc sur le lift en termes d'intention d'achat. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que en fait, les 2 secondes, elles ont une valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des films publicitaires de 2 secondes. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser l'impact d'une consommation qui dure que quelques secondes. Et chez Facebook, on intègre ça, on propose des solutions de measurement qui permettent de vraiment voir d'où vient la valeur. Et on a 3 axes, 3 piliers de notre stratégie measurement. La première, c'est on s'intéresse aux individus, aux personnes. On ne s'intéresse pas aux cookies.
Si vous vous penchez sur les cookies, en fait, vous avez une vision qui est très partielle de la réalité. Parce que vous allez vous intéresser, déjà, vous n'avez pas réconcilié le parcours d'achat ou le parcours avec l'expérience de marque sur les différents canaux, parce que les cookies mobiles, ils ne se réconcilient pas forcément très bien avec les cookies sur laptop, par exemple. Donc nous, on recommande de vraiment mesurer les personnes et pas les proxys comme les cookies. Deuxième chose, mesurer les résultats qui comptent. Les résultats qui comptent, c'est simple, c'est est-ce que ma vidéo elle a aidé à améliorer la notoriété de la marque ou du produit? Est-ce qu'elle a généré de l'intention d'achat? Est-ce qu'elle a généré des leads? Ou est-ce qu'elle a fait vendre? Et ça, aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tant qu'annonceur, de mesurer tout ça. Donc c'est ça l'important, c'est la vraie valeur business que vos vidéos vont créer, que ce soit sur la marque, la construction d'une marque, comme à la télé, ou que ce soit sur de la performance et plus orienté vers le DR, vers le direct response. Et enfin, comparer à travers tous les canaux. Aujourd'hui, on l'a vu, on a une consommation omnicanale des contenus vidéo et des contenus tout court. Il va falloir réconcilier tout ça avec des solutions de mesure qui permettent de bien comprendre l'ensemble du parcours client et pas seulement des briques séparées et cloisonnées qui ne permettent pas de comprendre d'où vient vraiment la valeur. Et dans laquelle on va sous-estimer ou au contraire surestimer le poids de certains leviers médias. Et évidemment, un acteur comme Facebook s'appuie sur des partenaires indépendants et qui sont essentiels pour nous. On fait nos études avec notamment Kantar Worldpanel, avec Nielsen, Médiamétrie, IAS, MOAT, Millward Brown, etc. sur toutes les études de marque ou d'incrément sur les ventes. Puisque nous, Facebook, c'est notre rôle par rapport aux marques, c'est de les aider à construire des marques, c'est de les aider à vendre des produits ou des services online et offline. Donc voilà ce qu'on mesure avec ces partenaires-là. On collabore évidemment avec toute l'industrie sur les problématiques de measurement. On a par exemple rejoint une commission du CESP en France pour créer avec eux et avec tous les acteurs du marché nos futurs standards pour l'industrie. Donc c'est important pour nous de nous impliquer dans la construction de cette intelligence. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de la vidéo? Quel est le futur de la vidéo? Quelles sont les dernières innovations? On peut attendre plus de réalité augmentée, notamment dans le messaging. Aujourd'hui, on constate que sur des applications comme Messenger ou WhatsApp, on utilise de plus en plus la vidéo, que ce soit pour des calls ou que ce soit pour envoyer des vidéos. Et de plus en plus, on intègre, notamment sur Messenger, par exemple, avec des filtres de la réalité augmentée. On parie que une des tendances, ça va être la généralisation de cette réalité augmentée avec des usages toujours plus larges qui vont permettre d'augmenter l'expérience du réel. La réalité virtuelle, qu'on a partagé dans la roadmap à 10 ans, la vision à 10 ans de Facebook pour l'industrie, on pense que la réalité virtuelle, dans quelques années, va devenir une plateforme de communication majeure. Aujourd'hui, l'Oculus Rift est commercialisé. Comme on l'a annoncé, ce premier semestre, on va sortir chez Facebook Oculus Go, qui va permettre d'accéder à une expérience de manière peut-être plus accessible, parce qu'aujourd'hui, pour Oculus Rift, vous avez peut-être pu le tester sur notre stand, permet vraiment d'avoir une expérience en très haute définition, avec une liberté de mouvement vraiment exceptionnelle. Oculus Go, ça va être... Par contre, le pendant, c'est qu'il faut un ordinateur assez puissant pour faire tourner la machine. Oculus Go permettra à beaucoup plus de gens d'adopter, on pense, la réalité virtuelle avec un équipement un peu plus léger qui va quand même offrir une expérience très satisfaisante de la réalité virtuelle, mais avec moins de contraintes et notamment pas d'ordinateur à brancher sur le device. Donc voilà les nouveaux terrains de jeu de la vidéo dans le futur. On espère qu'on construira avec vous de belles expériences pour les personnes. Et je vous remercie pour votre attention et d'être resté à cette plénière malgré tout le contexte dont on s'est parlé juste avant. Merci beaucoup. On est censé faire une séance de questions-réponses avec monsieur. Si ça vous intéresse, il y a une séance de questions-réponses avec Quentin du Journal du Net. C'est les meilleurs qui sont restés. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis journaliste au JDN. J'ai 3 questions à vous poser, Brice. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, tout d'abord, vous avez dressé donc un portrait des évolutions du format vidéo de la télé jusqu'à aujourd'hui. Moi, plus précisément, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le rapport pour les annonceurs. Voilà, quelle stratégie opter entre finalement la télévision ou Facebook, quel rapport entretenir entre les deux aujourd'hui en 2018 ?
Alors déjà, il y a une certaine complémentarité télé qu'on travaille avec les annonceurs et les agences entre Facebook et la télévision. Ça nous permet notamment, on a fait une étude avec Nielsen TAR, qui nous permet de montrer qu'en moyenne, en analysant une centaine de campagnes, on arrive à avoir une couverture incrémentale de 9% en intégrant Facebook dans son plan télé. Donc ça permet de toucher typiquement des audiences qui sont soit pas accessibles via la télé, soit chères en télé. Donc il y a cette complémentarité-là qu'on peut travailler. Et le ciblage sera évidemment très important pour toucher les bonnes personnes. Et après, concernant la télé, je pense que ça reste aujourd'hui un média intéressant parce que quand on voit la capacité d'exposition, vous pouvez toucher très rapidement des millions de personnes. Je pense qu'à part la télé, il y a très peu de médias qui peuvent faire ça. Le coût au contact est quand même assez intéressant. Donc la télé reste un média intéressant d'un point de vue publicitaire. En revanche, quand on voit les chiffres d'attention sur la publicité et les chiffres qu'on a montrés du multitasking, ça amène à réfléchir sur l'impact de la télévision et de la publicité sur la télé. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, mais est-ce que votre objectif, c'est de capter les budgets des annonceurs qui normalement sont alloués au Prime TV? Je pense qu'on travaille beaucoup avec les annonceurs sur comment trouver cette complémentarité-là. Ils investissent en télé. Je travaillais chez L'Oréal avant et quand on vendait des roll-on anti-cerne, on faisait une pub télé, on voyait les courbes de vente qui augmentaient. Donc je pense que les annonceurs, notamment dans certains secteurs d'activité, sont conscients de l'importance de la télé dans leur plan. Et après, on va travailler sur comment les aider à toucher des audiences qui ne regardent pas la télé, par exemple, ou qui regardent peu la télé, puisque la notion de fréquence est intéressante aussi, et importante. Aujourd'hui, la télé et Facebook, ça fonctionne parce qu'il y a une certaine fréquence. Il faut toucher les gens plusieurs fois avec un message. Il faut maîtriser cette fréquence. Il ne faut pas trop non plus les envahir avec ces messages-là. Donc, c'est toute la science qui permet de travailler l'efficacité, que ce soit en télé ou sur Facebook et Instagram. Une deuxième question, vous en avez parlé, c'est que le temps passé devant la télévision décroît fortement chez les 15-24 ans. Que répondez-vous à ceux qui pensent que finalement les plus jeunes reviendront à cet usage de la télévision ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, je pense que c'est un fait. On voit que ce soit aux États-Unis ou en France. Et je pense que vous le constatez si vous avez des enfants, on regarde un petit peu moins la télé quand on est entre 15 et 34 ans. Quand même, c'est une réalité qui est incontestable. Toutes les études le montrent. Et après, c'est vrai qu'on j'ai déjà entendu cette réflexion de certaines marques qui pensent qu'en grandissant, ces millennials vont prendre les usages de leurs parents. En gros, plus je vais vieillir, plus je vais copier les codes de mes parents. Je pense que c'est assez challengeable comme idée. Je pense qu'au contraire, les usages s'installent. Aujourd'hui, les millennials, c'est plus de la moitié de la population dans le monde. Et je pense que très clairement, le futur de la vidéo, c'est le mobile. Et une dernière question, vous en avez aussi parlé pendant votre présentation, c'est que les formats stories explosent. Est-ce que là, voilà, pour terminer e-commerce one-to-one, vous pourriez nous donner vos quelques meilleures pratiques en matière de stories pour les marques? En termes de création, ouais. En termes de création, je pense que, évidemment, penser la vidéo pour la verticale et oser réinventer le format, parce que la communauté aime être surprise avec de nouvelles choses sur Instagram. Par exemple, il y a une marque automobile qui avait fait tout un film publicitaire avec une auto qui montait vers le ciel, et voilà, c'était très bien construit. Donc je pense qu'il faut surprendre à la verticale. La deuxième chose, c'est utiliser les fonctions natives qui permettent d'augmenter ses créations, que ce soit les stickers, les filtres. La communauté aime réagir à des publicités qui codent leur propre code et qui s'adaptent à la plateforme. Et puis, troisième élément, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire passer à l'action sur Instagram, c'est-à-dire de proposer une belle création et derrière, on a la possibilité d'intégrer des call to action qui permettent de rediriger vers un site, que ce soit un site de la marque ou un site e-commerce. Donc, proposer une étape supplémentaire après la consultation sur Stories. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.